J'ai lancé mon podcast en janvier 2019 et il a dépassé le million d'écoutes en août 2022, comme quoi on n'a pas besoin d'être quelqu'un de connu pour obtenir des résultats assez intéressants. Dans cette vidéo, je vais vous partager les choses qui, selon moi, ont eu de l'impact et que vous pourriez pourquoi pas tester de votre côté pour obtenir des résultats différents. Avant de démarrer, je voulais quand même vous partager, vous mentionner les 4 fondements, selon moi, d'un podcast qui est mémorable et qui devient un rendez-vous auprès des auditeurs. Le premier fondement, c'est la qualité du contenu. Pour certains, ça va paraître évident, mais je tiens toujours à le rappeler, pour fidéliser une audience, pour avoir des auditeurs qui attendent les prochains épisodes avec impatience, eh bien, il faut que le contenu soit travaillé. Il faut qu'il soit recherché, qu'il soit de valeur et qu'il vienne soit éduquer, soit divertir, soit encourager ou encore inspirer. Donc, je vous recommanderais d'éviter la rétention d'informations et de transmettre de la valeur. C'est un point d'autant plus important si vous lancez un podcast pour faire connaître une activité professionnelle, que ce soit du consulting, une boutique, un restaurant, que vous avez des produits digitaux comme des templates, des formations en ligne, etc. Les épisodes de podcast sont votre vitrine. Et il est impératif que vos auditeurs aient la sensation d'avoir appris quelque chose à la fin de l'écoute et qu'ils aient pu bénéficier de quelque chose. Donc moins vous faites de rétention d'informations, plus vous allez devenir un rendez-vous. Le deuxième fondement, c'est de mettre en avant votre personnalité. N'ayez pas peur de mettre en avant votre unicité, votre point de vue et surtout d'être vous-même. N'adoptez pas une attitude différente dès que le micro se met en route, dès que le bouton rouge est allumé. Plus vous êtes vous-même, plus vous allez attirer l'audience qui vous ressemble et vous allez surtout créer du lien avec les gens qui vous écoutent puisqu'ils auront véritablement la sensation de vous connaître, d'avoir une idée de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de la façon dont vous pensez. Bien évidemment, pour certaines personnes, ça ne va pas plaire du tout, mais pour d'autres, ça va être génial et ça va être pour eux une nouvelle perspective. Ça va être aussi la possibilité de se reconnaître dans quelqu'un. Ça a de nombreux bénéfices et si vous voulez vraiment vous démarquer, faut pas que vous essayiez de faire comme tout le monde, il faut vraiment que vous soyez vous-même et que vous n'essayez pas de mettre un masque. Le troisième élément, c'est d'être patient et patiente. Et celui-là, croyez-moi, il est dur, mais le podcast, ce n'est pas un format qui est apte à la viralité comme ça pourrait être le cas sur les réseaux sociaux ou encore sur YouTube. Ça peut aller très vite, mais dans le podcasting, ça n'existe pas. Donc il faut garder en tête que ça va vous demander du temps, que ça va vous demander du travail avant que vous ne puissiez voir de véritables résultats. Si votre podcast ne décolle pas au bout de 2 mois, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. Je pense véritablement qu'il y a un bon délai de 6 mois, 1 an pour avoir une idée, pour commencer à avoir une idée de l'impact que peut avoir un podcast. Moi, ce que je vous recommande pendant ce temps-là, c'est de garder votre focus, de toujours avoir votre avatar en tête, donc la cible de vos épisodes, de votre contenu, et surtout de répondre à ses interrogations, à ses problématiques et lui apporter des solutions. Si vous vous concentrez sur ça, ne serait-ce que sur une année, vous allez voir une différence considérable puisque la plupart des podcasts ne vont pas au-delà de 7 épisodes. Je pense principalement parce que les gens n'ont pas la patience et ne sont pas suffisamment préparés. Et le quatrième fondement que je voulais partager avec vous, c'est d'expérimenter. En fait, il ne faut pas avoir peur de tester de nouvelles choses, d'inclure de nouvelles stratégies pour gagner en visibilité, pour faire en sorte que les auditeurs interagissent avec le contenu. Parce que dans le podcast, encore une fois, par rapport aux autres plateformes, on n'a pas la possibilité de recevoir des commentaires en direct comme ça peut être le cas sous une vidéo ici. Spotify est en train de développer cette fonctionnalité de son côté, mais ce n'est pas encore démocratisé et la plupart des auditeurs écoutent sur Apple Podcast à l'heure actuelle. Donc on n'a pas de contact direct avec les gens et le meilleur moyen de savoir si un contenu a plu, c'est de faire en sorte que l'audience soit active et soit engagée. Pour ça, vous allez avoir besoin de tester des choses. Si vous appliquez une stratégie pendant un certain temps et que vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, n'abandonnez pas votre podcast, abandonnez cette stratégie et testez autre chose. Si à un moment donné vous sentez qu'il n'y a plus de plaisir dans le contenu que vous êtes en train de produire, faites un break, revoyez un peu votre concept, votre ligne éditoriale et n'hésitez pas à incorporer un nouveau format. L'idée d'expérimenter, c'est ça, c'est de garder en tête qu'un podcast, c'est un super média, c'est une superbe plateforme, mais que ça va vous demander du temps, de l'investissement, de l'énergie. Et pour tenir sur le long terme, il faut être flexible et il faut savoir s'adapter. On démarre tout de suite avec la liste des éléments que j'ai prévus pour vous et le premier point, c'est que j'avais un objectif très clair. Je savais exactement pourquoi j'avais créé ce podcast, ce que je voulais en tirer et surtout où je voulais aller. Simon Sinek le dit très bien dans son livre, mais le pourquoi, c'est ce qui va nous driver sur le long terme, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va continuer à avancer, à créer du contenu, à être dans l'action, même quand on ne voit pas de résultats, même quand on est fatigué ou encore même quand on est démotivé. On a un véritable truc en nous qui fait qu'on a un moteur. C'est l'essence, c'est le gasoil, ok? On a notre pourquoi, c'est notre gasoil et moi j'en avais un. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai pas eu dès le début, dès le lancement du podcast, parce que quand j'ai lancé mon podcast, j'avais 0 expérience et que j'ai vraiment fait les choses au feeling. J'avais envie de tester un nouveau format. J'étais pas prête pour la vidéo à ce moment-là, mais je n'avais pas pris conscience du fait qu'un podcast est une super plateforme et que ça pouvait être un média
via une vitrine. Donc je créais du contenu un peu au hasard. Et quand j'ai décidé de pivoter, quand j'ai décidé d'établir un véritable plan de ce que je voulais tirer de ce podcast, et quand j'ai fait les choses de manière plus intentionnelle, eh bien j'ai obtenu des résultats totalement différents. L'objectif pour moi, c'était d'avoir un podcast sur l'entrepreneuriat et le marketing digital de manière générale, qui allait pouvoir mettre en avant mes compétences, mon expertise, pour que je puisse ensuite vendre mon savoir à travers du consulting, à travers de la formation en ligne, à travers de l'accompagnement, etc. Donc chaque épisode qui était mis en ligne, je savais pourquoi est-ce que je le mettais en ligne et pourquoi il était mis à une date précise et à un moment, puisque mon calendrier éditorial du podcast lui-même était pensé en fonction de mes objectifs business. Donc le premier point, c'est vraiment ça, c'est de pas faire les choses au hasard et de savoir qu'est-ce qu'on veut tirer du podcast, puisque c'est ce qui va dicter toute la suite. Moi, mon objectif premier, c'était de récolter des emails, les emails de mes auditeurs. Donc très régulièrement, eh bien, je créais des ressources gratuites qui allaient permettre à mes auditeurs et mes auditrices eh bien, de passer à la pratique ou d'approfondir certains sujets. Et donc ils obtenaient la ressource, que ce soit une vidéo, un quiz, un modèle, un document, bref, c'était assez varié. Eux obtiennent une ressource et moi en échange j'obtiens leur adresse mail, ce qui me permet de leur envoyer un email par semaine avec la newsletter, les actualités, de faire la promotion de mes autres contenus, d'apporter encore plus de valeur, de partager mes coulisses et surtout bien évidemment de parler de mes offres payantes quand elles sont disponibles et quand je suis en phase de vente. Donc l'objectif principal de mon podcast, c'était celui-là, faire grandir ma liste d'emails, ma newsletter, pour que je puisse ensuite vendre mon expertise et donc vivre de mon activité. Donc c'est le premier point à voir de votre côté. Si ce n'est pas encore réfléchi, demandez-vous véritablement ce que vous voulez tirer de ce podcast. Ça peut être le même objectif que moi, comme ça peut être le fait de développer votre notoriété, ça peut être le fait de développer votre réseau, ça peut être le fait de développer plus tard un plus grand projet. Peut-être que vous avez envie de lancer un podcast ou que vous avez un podcast sur un sujet très précis. Je prends l'exemple du deuil périnatal. Peut-être que vous avez pour objectif plus tard d'ouvrir une communauté, d'ouvrir une association et que vous allez utiliser le podcast pour commencer à faire vos preuves, expérimenter, faire grandir votre réseau, votre notoriété pour que lorsque sera venu le moment de lancer ce plus grand projet, eh bien vous ayez déjà une bonne base, que vous ayez potentiellement des fonds, des partenaires, etc. L'idée c'est juste dans un premier temps de savoir où vous voulez aller et surtout pourquoi. Le deuxième point, c'est évidemment la régularité. Jusqu'ici je vous apprends rien et c'est normal, c'est parce que c'est la base. Les premiers points sont toujours les plus évidents, mais c'est ce qui font qu'on perdure et surtout qu'on obtient des résultats, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, la plupart des podcasts ne vont pas au-delà de 7 épisodes. Et il y a même une recherche d'il y a quelques années qui avait analysé que sur Apple Podcast, qui est la plus grande application de podcast, celle que les gens utilisent le plus pour en écouter, il y avait plus de 70 podcasts qui n'allaient pas au-delà de 10 épisodes. Je sais pas si vous en rendez compte, c'est quand même énorme. Donc juste le fait déjà de tenir un podcast sur une année, ça fait la différence dans un premier temps. Mais en plus, si vous tenez sur le long terme et que vous parvenez à vous renouveler, à trouver de nouvelles idées, etc., eh bien vous allez vous démarquer de manière assez naturelle. Je pense que sur les 3 premières années, j'ai dû rater 2 semaines d'épisodes quand je faisais pas de pause officielle. Sinon, j'étais tout le temps là. Tous les mercredis, il y avait en ligne un épisode et les gens le savaient, c'était un rendez-vous. Et ça déjà, c'est la première étape. Si vous n'êtes pas régulier et régulière dans votre contenu, il y a un problème à ce niveau-là et c'est important de vous d'arrêter tout ce que vous faites pour travailler sur un calendrier éditorial et sur le fait de définir les prochains épisodes qui vont arriver et pourquoi vous allez mettre un certain épisode à un certain moment. Logiquement, si vous avez travaillé sur le point d'avant votre pourquoi et votre objectif, ça va être assez fluide. Si vous n'arrivez pas à définir un calendrier éditorial ou que vous êtes rapidement à court d'idées, soit la thématique de votre podcast est trop nichée et du coup il va falloir élargir un peu plus, soit votre objectif n'est pas clair. Le troisième point, et qui m'a surtout aidé pour le deuxième, à savoir la régularité, c'est que j'ai mis en place un véritable système de productivité afin de gagner du temps. Puisqu'après tout, avec un podcast, il y a plein de tâches répétitives. Il y a plein de fois où on fait la même chose. Donc ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai créé une base de script d'épisodes de podcast. C'est toujours la même structure. Très souvent, c'est un contenu en 3 étapes. Parfois, il y en a un peu plus. Mais la plupart du temps, je dirais 80%, c'était un contenu en 3 étapes. Donc j'avais déjà mes encarts où je savais qu'à ce moment-là, j'allais avoir mon intro. Ici, présentation de l'épisode. Étape 1, étape 2, étape 3. À un certain moment, j'avais un freebie. À la fin, mon outro. Bref, la structure, le squelette de l'épisode, c'est toujours le même. Donc plutôt que de partir avec une page blanche, j'avais créé un template, que j'ai toujours d'ailleurs, j'ai créé un template qui est disponible sur mon Notion. Et donc je clique dessus et hop, j'ai tout qui se déroule et je sais exactement sur quelle partie travailler pour gagner du temps, aller plus vite et structurer mon raisonnement plus rapidement. La deuxième astuce productivité, c'est que j'ai batché mon contenu. Plutôt que d'enregistrer un épisode, par exemple le vendredi pour le mercredi et de m'attarder sur le montage le lundi, de le programmer ensuite en fin de journée ou le lendemain
demain, etc. Je réserve dans ma semaine une journée où je vais enregistrer tous les épisodes de podcast du mois. Et donc, ça représente 4 épisodes, puisque c'est un par semaine. Donc, 4 épisodes de podcast que je vais enregistrer dans la même journée. Ça me permet de regrouper les tâches et donc d'éviter de faire du multitâche, d'être déconcentré et de m'éparpiller. Tous les scripts ont été préparés en amont. Donc, le jour J, je n'ai qu'à arriver avec une voix bien échauffée, une boisson chaude, une bonne humeur et ensuite les scripts que je vais pouvoir soit lire dans les grandes lignes, soit sur lesquels je vais me baser un peu plus parce que c'est un sujet avec beaucoup de recherches, assez pointu, etc. Mais dans l'idée, j'enregistre 2 épisodes le matin, 2 épisodes l'après-midi. Ça c'est fait, c'est enregistré. Ensuite, quand je faisais le montage, je réservais une autre journée pour faire le montage. En soi, il n'y en avait pas tellement puisque vu que j'avais déjà un script, je faisais pas tellement d'erreurs. Donc le montage était assez succinct. Il me suffisait d'ajouter l'introduction et l'outro. De temps en temps, une virgule pour marquer les différentes étapes. Donc un petit bruit sonore comme celui-là. C'est une virgule. Quand j'ai délégué cet aspect-là 2 ans plus tard, eh bien, c'est une épine que je me suis enlevée du pied et après, eh bien, un autre jour dans la semaine, je les mets sur la plateforme d'hébergement et je les planifie pour diffusion. Et en fait, c'était plié. Et j'étais 1000 fois plus productive de cette manière plutôt que de faire les épisodes un par un. C'est pour ça aussi que je vous recommande de créer un calendrier et de véritablement anticiper les choses parce que ça vous permet de prendre de l'avance. Autre astuce de productivité, je faisais également des interviews sur ce podcast et le process est toujours le même. Je contacte une personne parce que j'aime son travail et que j'adorerais la voir sur mon podcast. Ensuite, cette personne, soit elle me calcule pas et elle me répond pas du tout, et là, je relance une fois et si j'ai pas de réponse, tant pis. Soit elle accepte et là, je lui envoie le lien de mon Calendly, qui est mon agenda en ligne, où elle va pouvoir réserver un créneau pour l'enregistrement et je lui envoie également un guide de préparation avec les informations les plus importantes, surtout si c'est une personne qui n'a jamais enregistré de podcast et notamment à distance. Eh bien, je lui dis qu'il faut se mettre dans une pièce où il n'y a pas de bruit, où il y a une bonne connexion, si possible avoir un micro, des écouteurs, etc., etc. Et donc pour tout ça, le guide, il est déjà préétabli, il est fait, c'est le même que j'envoie à tout le monde. Le Calendly, c'est un truc automatisé qui me permet d'éviter les allers-retours par email. T'es disponible à telle date? Non, par contre, je suis disponible à telle date et à telle heure. Là, non. Il y a mon agenda en ligne avec les créneaux disponibles, ce qui permet de gagner du temps à tout le monde. Et pour ce qui est de l'email que j'envoie pour démarcher les gens, la base est la même. Bien évidemment, je change le fond et les arguments et les éléments puisque chaque personne a son expertise et la raison pour laquelle je l'invite, mais essentiellement le fondement est le même. Et donc une fois que la personne accepte, c'est un process automatisé. Elle réserve son créneau. Une automatisation va déclencher de l'autre côté l'envoi de la confirmation et du guide de préparation. Il y a également des emails de rappel qui vont s'envoyer avant le jour de l'enregistrement, histoire qu'on me pose pas un lapin. Et tout ça, toutes ces choses-là, c'est ce qui m'a permis de me libérer du temps et de faire en sorte de me concentrer sur ma zone de génie, c'est-à-dire sur la création de contenu. Ça me fait penser. Si vous avez besoin de quelques outils pour développer l'engagement de votre podcast ou encore sa visibilité, eh bien je vous recommande ma boîte à outils où j'ai regroupé plus d'une trentaine d'outils différents. C'est totalement gratuit. Il suffit simplement de remplir le formulaire via le lien qui est présent dans la description de cette vidéo. Et une fois que le contenu est créé, eh bien mon autre mission, puisque le job ne s'arrête pas là, et c'est le point suivant de cette vidéo, c'est la promotion. En fait, il y a trop de gens qui lancent un podcast, qui mettent des épisodes en ligne et qui ne s'embêtent même pas à en faire la promotion. Et moi, je trouve ça hyper dommage. Et là, j'aimerais bien faire la distinction entre deux choses. Il y a la communication et le marketing. La communication, c'est le fait de créer une publication sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. pour dire j'ai un nouvel épisode de podcast en ligne, ou alors pour partager une citation, pour partager un extrait, etc., etc. Ça, c'est de la com et généralement, c'est quelque chose qui va surtout impacter les personnes qui nous suivent, ok? Donc les personnes qui sont déjà abonnées à mon compte. Quand je mets une publication pour dire un nouvel épisode de podcast est en ligne, 80% du temps, c'est des gens qui me suivent, qui vont voir cette publication, qui vont aller écouter le podcast. Donc en termes de découvrabilité et de nouvelles personnes, c'est pas la folie. Et c'est pour ça que le marketing est utile et entre en jeu, et c'est ce que les gens ont la plupart du temps tendance à oublier. Et le marketing, c'est tout simplement les différentes stratégies que vous allez mettre en place pour faire en sorte que de nouvelles personnes découvrent votre podcast. Et ça passe par différentes choses, notamment par le fait de faire des interviews, alors que ce soit vous sur votre podcast, mais aussi et surtout vous qui allez sur d'autres émissions, sur des podcasts de personnes dont la thématique est
est complémentaire à la vôtre, pas similaire, mais véritablement complémentaire pour que ça puisse bénéficier aux deux côtés. Il y a également les différentes collaborations que l'on peut faire entre podcasteurs, et ça, je trouve que c'est un truc tellement sous-coté en francophonie, alors que les anglophones le font à balle. Je trouve qu'on se serre pas assez les coudes entre podcasteurs, et que juste mettre en place ensemble des petites actions qui vont servir aux deux, et bien ça prend pas énormément de temps et ça a un impact considérable. J'ai commencé à faire ça en 2021 et j'ai vu la différence tout de suite. Donc en gros, je vais contacter un ou une podcasteuse, je vais dire une pour l'exemple. Donc je vais contacter une podcasteuse dont le podcast est dans une thématique complémentaire à la mienne et non pas similaire, pour pas qu'elle se sente en concurrence avec moi et qu'elle ait l'impression que je veux lui voler son audience. On est là pour se compléter, donc a priori jusqu'ici tout va bien. Et je lui propose une chose dans un premier temps, d'écouter mon podcast. Si elle l'apprécie, parce que moi aussi si je la contacte c'est que j'apprécie son contenu et je trouve qu'il a de valeur, eh bien je lui propose qu'on se fasse un échange de visibilité et que avant un ou plusieurs épisodes diffusés à une certaine date, eh bien on va chacune enregistrer un petit mot, un petit message. Et dans ce petit message, je vais dire, eh bien l'épisode du jour est soutenu par Stéphanie et son podcast La vie en rose. C'est un podcast idéal pour les personnes qui ont besoin de travailler sur tel point, qui veulent être aidées sur telle thématique et sur tel sujet. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande en particulier d'écouter l'épisode 18 sur telle thématique, l'épisode 39 sur ça et l'épisode 58 sur tel sujet. Si ça vous intéresse, le lien est disponible dans les notes de cet épisode où vous pouvez directement aller taper La vie en rose sur toutes les applications d'écoute. Ça me prend max 1 minute, c'est fait chacun de son côté et comme c'est une recommandation que je fais moi à mes auditeurs, à qui je m'efforce de délivrer du contenu de qualité, etc. depuis un certain temps, mais ils me font confiance. Donc la plupart vont aller voir ce que je leur recommande, puisque le secret il est là. Pour développer un podcast, il n'y a rien de plus rapide que d'aller viser des gens qui écoutent déjà des podcasts. Et donc ça implique de travailler avec d'autres podcasteurs. Et cet échange de visibilité qui prend 1 minute, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a encore plein pour le coup. Mais juste le fait d'allier ses forces et de travailler ensemble, eh bien selon moi, ça fait déjà une grosse différence. Et ça, c'est une partie du marketing qu'on a tendance à oublier. Je pourrais faire une vidéo là-dessus en vérité si ça vous intéresse, parce que je vais pas le faire ici, sinon ça va durer très longtemps. Mais dans l'idée, pensez à ça. Pensez à toutes les stratégies qui peuvent vous permettre d'atteindre de nouvelles personnes, de sortir un peu de votre zone de confort. Il y a un truc qui fonctionne bien aussi depuis quelques temps déjà, c'est que la plupart des podcasteurs se filment et diffusent quelques extraits sur TikTok. TikTok qui pour le coup est une plateforme apte à la viralité. Si c'est un extrait qui arrive dans les pourtois de la cible, et bien forcément ça va permettre d'atteindre de nouvelles personnes qui vont avoir envie de découvrir tout ça. Donc pour le coup, ça aussi c'est une stratégie marketing qui reste intéressante. L'astuce suivante est en rapport avec le référencement. Donc le référencement, pour les personnes qui ne sont pas encore familières avec ça, c'est le fait d'optimiser son contenu pour qu'il soit trouvable via les moteurs de recherche. Et ce qui est génial avec le podcast, eh bien c'est que c'est possible de travailler ça à la fois sur les applications, mais aussi parce que les épisodes de podcast arrivent dans les résultats de recherche. Encore faut-il que vous ayez travaillé certains points en amont. Donc dans un premier temps, le référencement, ça passe par le fait d'avoir un nom de podcast qui contient un mot-clé. Je pense que quand on démarre, qu'on lance un podcast et qu'on n'est pas quelqu'un de connu, vaut mieux pas opter pour quelque chose de poétique et de beau, même si ça fait mal, parce qu'en fait ce n'est pas ce que les gens cherchent quand ils ont besoin d'informations et de solutions sur vos compétences, votre contenu, votre domaine d'expertise, etc. Donc dans un premier temps, le nom, il faut qu'il ait un mot-clé, qu'il soit court et surtout efficace, facile à prononcer et surtout à retenir. Ensuite, il faut que la description du podcast soit optimisée, que dans cette description, on puisse, allez, je dirais en 4-5 lignes, deviner à qui vous vous adressez et surtout comment vous allez nous aider. Et ça, bien évidemment, il faut le faire avec des mots-clés aussi. C'est hyper important qu'on les retrouve un peu partout. Donc on travaille la description et on se contente pas de mettre juste le lien de son compte Instagram ou de son freebie, mais vraiment on s'attarde sur le fait de cibler et de faire en sorte que les gens se sentent appelés et attirés par ce que l'on a à partager et ce que l'on a à dire. Le troisième point, c'est que chaque épisode de podcast doit être descriptif et doit être optimisé pour la recherche. Alors, j'ai travaillé avec plus de 500 entrepreneurs dans le lancement de leur podcast dans le cadre de ma formation en ligne. Et l'une des choses que je remarquais assez régulièrement quand je faisais un audit, notamment auprès des entrepreneurs du domaine de l'énergétique et de l'holistique, c'est qu'en fait, c'est des personnes qui ont des formulations jolies. Et le problème, c'est qu'en termes d'optimisation, ce n'est pas ce que les gens recherchent. Donc plutôt que d'utiliser une expression que vous avez inventée ou un mot assez flou et pas assez précis, en fait, il vaut mieux se cantonner à des titres qui sont certes copyrightés et assez classiques, mais que les gens auront tendance à chercher. 3 étapes pour ceci ou cela, les listes, je sais que c'est chiant et que c'est pas fun et que c'est pas stimulant, mais en tout cas pour le début, quand on lance un podcast, pour faire en sorte que le contenu soit trouvable assez facilement, c'est important. Ensuite, il y a ce qu'on appelle
s'appelle les notes d'épisodes. Et donc ça c'est entre guillemets la description de chacun des épisodes. Donc pour chacun de vos épisodes, je vous recommande personnellement d'avoir une courte description de quelques lignes, pas besoin de faire un long paragraphe, mais c'est juste l'occasion pour vous, encore une fois, de mettre en avant le mot-clé qui est en rapport avec le contenu de cet épisode et que les gens auront tendance à chercher. On va rentrer dans un petit truc technique le temps de quelques secondes, et quand je dis mots-clés, je parle de mots-clés de longue traîne, donc de combinaison de plusieurs mots, parce que c'est beaucoup plus spécifique et beaucoup plus impactant plutôt que si vous n'en mettez qu'un. Par exemple, je vais prendre le mot recette, parce que pour moi c'est le mot le plus bousillé en termes de référencement. Il est surexploité depuis les débuts d'internet. Et donc pour faire en sorte que vous qui décidiez de lancer un podcast sur l'alimentation pour les jeunes étudiants qui ont un petit budget, eh bien obteniez de la visibilité et ne vous fassiez pas bouffer par des sites comme Marmiton, ce mot recette, il va falloir l'associer à d'autres choses comme recette pour étudiants, recette petit prix. Voilà, l'idée c'est juste ça, de faire un mot-clé de longue traîne pour que vous ayez plus d'impact et que vous puissiez vous démarquer, puisque de toute façon, c'est ce que votre cible va taper sur les moteurs de recherche. Un étudiant qui a un petit budget, recette à petit prix, recette pour étudiants. Donc voilà, pensez-y quand vous allez choisir vos mots-clés. Ensuite, il y a également le fait que vous avez la possibilité de retranscrire vos épisodes de podcast à l'écrit et donc d'en faire des articles de blog. Si vous avez un site internet, ou en tout cas si vous décidez d'en ouvrir un peu plus tard, ça peut être une option hyper intéressante. Alors soit vous utilisez le script que vous avez écrit pour enregistrer et vous le retravaillez un peu pour en faire un article de blog, soit vous utilisez un site qui fait des retranscriptions automatiques, c'est ce que moi j'utilise. Donc je prends Happy Scribe et c'est ce sur quoi ma rédactrice web se base pour ensuite en faire un article de blog, parce que moi mes scripts sont un peu aléatoires et qu'en général je ne dis pas tout ce que j'ai noté dans mon script. Je pars un peu en freestyle, un peu comme sur cette vidéo en vérité. Donc le fait d'avoir un outil qui retranscrit de manière automatique, ça permet déjà d'avoir une bonne base pour pouvoir ensuite retravailler et structurer avec des titres, des paragraphes, des intros, conclusions et tout le tralala. Donc ça peut aussi permettre aux gens de vous trouver sur internet, parce qu'une personne, encore une fois, qui tape un mot-clé, tombe sur votre article, se rend compte qu'en fait ça vient d'un épisode de podcast, va découvrir le podcast, se rend compte qu'il y en a encore plein et commence à tout écouter parce que c'est génial, et bien c'est une nouvelle personne qui atteint votre émission et qui va pouvoir bénéficier de tout ce que vous avez à partager. Maintenant, je vais vous partager les choses, les astuces que j'ai pu mettre en place après avoir passé le million d'écoutes et dont j'aurais bien aimé prendre conscience pour le coup un peu plus tard. Donc la première, et que je vous recommande et que j'ai fait, je sais plus si c'était cette année ou l'année dernière, bref, j'ai commencé à créer des playlists. Parce qu'après tout, comme j'ai un podcast depuis 4 ans et qu'il y a plus de 250 épisodes, pour une personne qui me découvre, certes c'est génial parce qu'il y a plein de trucs à écouter, mais en même temps, si t'es là pour une problématique assez spécifique, va falloir un peu piocher et chercher. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai créé des playlists qui regroupent les épisodes sur des thématiques en particulier. Donc j'ai une playlist qui regroupe tous mes épisodes sur le podcasting. J'ai une autre playlist qui regroupe tous les épisodes sur l'organisation. Une autre sur la productivité. Une autre sur le marketing par email. Et en fait, j'ai fait ça pour différentes playlists. Et donc ces playlists, je les ai mises dans l'email de confirmation d'inscription à ma newsletter, puisque j'ai un formulaire sur mon site à travers lequel les gens s'inscrivent. Et comme c'est un formulaire qui est assez général et qui ne promet pas de ressources en particulier, eh bien suite à l'inscription, pour dire à la personne, t'es bien inscrite à ma newsletter et tu vas la recevoir à partir de maintenant une fois par semaine. En attendant, eh bien, je sais pas si t'es au courant, mais j'ai un podcast. Donc si tu as telle problématique, tu peux découvrir cette playlist. Si tu as telle problématique, tu peux découvrir celle-ci. Et donc ça me permet à moi de mettre en avant ces différentes playlists que j'ai pu créer. Ce qui est intéressant également pour le coup, c'est d'en faire un quiz à travers lequel, en fonction de la réponse, eh bien une personne va avoir une playlist en particulier. Ça fonctionne très bien pour booster le nombre d'écoutes. Ce qui est très utile également, ce sont les publicités, que ce soit sur Facebook ou Instagram, ça fonctionne très bien. Pour le quiz, encore une fois, ou alors pour des épisodes en particulier, ça peut vous aider à développer considérablement vos écoutes. Ce qui fonctionne bien également, eh bien, ce sont les invités qui sont connus. Alors c'est dur à obtenir, pour le coup, c'est dur d'obtenir un oui d'une personne qui a une certaine notoriété, mais à partir du moment où elle accepte et que vous enregistrez un épisode de qualité qui est différent de ce qu'on peut déjà entendre partout dans ces autres interviews, eh bien vous pouvez avoir la garantie qu'en termes de visibilité, ça va être énorme. Ça m'est arrivé 2-3 fois et j'ai senti tout de suite la différence dans mes statistiques. Donc c'est pas une stratégie que j'ai voulu exploiter continuellement à ce moment-là, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Ce que je vous recommanderais du coup pour entre guillemets faire en sorte d'atteindre ces personnes qui ont une certaine
notoriété. Alors j'ai pas de recette magique, mais je vous conseille quand même de vous démarquer et de montrer que vous connaissez le travail de la personne. Envoyez un email qui soit assez personnalisé. Et d'ailleurs, ce que je fais en amont, c'est que je vais interagir avec cette personne sur les réseaux sociaux si elle a un compte. Donc s'il y a un compte Instagram, je vais régulièrement mettre des likes, commenter les publications, répondre aux stories, juste être dans l'interaction dans un premier temps. En général, quand j'aime bien la personne, je le fais déjà de base. Mais si je l'ai pas fait parce que j'osais pas, eh bien je commence à le faire. Et au bout de quelques semaines, je vais envoyer un mail. Et comme ça, quand je vais envoyer un mail et que la personne va potentiellement le lire et le consulter, je suis pas forcément un visage inconnu. On a une petite idée parce qu'on m'a déjà vu passer 2-3 fois et ça joue en notre faveur. En plus du fait qu'on propose quelque chose de différent et qu'on montre qu'on a un véritable intérêt pour le travail de la personne. Donc voilà si ça peut vous aider. Si je devais conclure, je vous dirais véritablement d'expérimenter par rapport à tout ce que j'ai pu vous partager dans cette vidéo. Testez des choses. Alors testez-les suffisamment pour avoir quand même un peu de data et avoir une idée du retour que ça vous a apporté. Mais en même temps, ne vous attardez pas pendant 1 an sur une stratégie si vous voyez au bout de 6 mois que ça ne change absolument rien. Suivez votre intuition. Parmi toutes les astuces, toutes les choses que j'ai partagées dans cette vidéo, bien évidemment qu'il y a des éléments qui ne vont pas vous convenir et c'est totalement correct. Le but ici, c'est que je vous balance plein d'informations qui ont pu aider, que je n'ai pas toutes fait au même moment. Je tiens à le préciser, ne vous mettez pas en burn-out. Tout ce que je vous ai mentionné ici, ça a été fait petit à petit et ça a été incorporé au fur et à mesure de cette manière. Donc ne vous surmenez pas, s'il vous plaît. Maintenant, si vous voulez découvrir comment est-ce qu'on peut monétiser son podcast, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo où je vous partage les 5 méthodes les plus communes.